Bon, comme vous le savez, l'UNAFAM est résolument engagée dans le soutien à la recherche, et notamment avec l'attribution de 2 prix, donc chaque année, un prix pour les sciences biologiques et un prix pour les sciences humaines et cliniques. Et donc cette année, nous avons 2 lauréats, donc le docteur Fanny Koukouli et le docteur Jérôme Brunellin, qui vont nous présenter donc leurs travaux, et pour lesquels, effectivement, il y a une reconnaissance de la qualité et de l'excellence, même je dirais, par le comité scientifique. Donc ils les ont sélectionnés parmi une quinzaine de candidats, en réponse à l'appel d'offres de l'UNAFAM. Et puis, après leur présentation, Madame la secrétaire d'État remettra les diplômes aux 2 lauréats. Voilà. Donc j'appelle tout de suite le docteur Fanny Koukouli, qui a fait un travail absolument remarquable, qui a été sanctionné par une publication extrêmement remarquable et remarquée dans Nature Médecine en début d'année, et qui montre tout l'intérêt des modèles animaux pour avancer dans la connaissance de la pathologie, et au-delà de la connaissance de la pathologie, le développement probable d'un nouveau traitement de la schizophrénie. Donc, le docteur Fanny Koukouli. Merci. Bonjour à tous. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité scientifique de l'UNAFAM de m'avoir choisi pour l'attribution de ces prix. Ces prix me donnent la force à continuer dans cette voie de recherche et m'encouragent beaucoup. Je vais vous montrer une petite partie de ma thèse sur le rôle des récepteurs nicotiniques et aussi le rôle de la nicotine dans l'activité spontanée neuronale au cerveau. La schizophrénie, comme c'était déjà discuté ce matin, est un trouble mental psychotique chronique qui touche environ 1% des personnes, et le tabagisme est extrêmement fréquent, avec plus de 80% des personnes de prévalence chez les personnes atteintes de schizophrénie. Il y a une très grande discussion si l'utilisation du tabac, et plus spécialement l'utilisation du tabac précoce, entraîne les maladies psychiatriques comme la schizophrénie, ou c'est une forme d'automédication. Plusieurs études humaines ont identifié des polymorphismes et des mutations rares qui sont associées à la dépendance à la nicotine. Parmi ces polymorphismes, il y a les groupes de gènes qui codent pour les sous-unités des récepteurs nicotiniques, et les polymorphismes les plus notables est le polymorphisme qui conduit à la substitution d'un acide aspartique par asparagine dans la position 398. Comme vous pouvez voir, cette résidu à cette position est complètement conservé de l'homme aux primates, aux rongeurs, même aux amphibiens. Ça veut dire qu'il y a peut-être une importance fonctionnelle. Ce polymorphisme est présent à 37% dans les populations européennes et à presque 50% dans les populations du Moyen-Orient. Récemment, comme c'était parfaitement présenté par le professeur Thibault ce matin, cette très grande étude génétique a identifié 108 locus qui sont associés à la schizophrénie. Et parmi ces locus, il y a les mêmes groupes de gènes codant pour les sous-unités des récepteurs nicotiniques alpha 3, alpha 5 et bêta 4. Donc, le but de ma thèse, de mes recherches, était d'élucider
comment ces polymorphismes humains de la sous-unité nicotinique alpha-5 contribuent au mécanisme cellulaire dans les circuits sous-jacents à la pathologie, et aussi d'identifier le rôle de la nicotine dans la pathologie. Pour cette raison, on utilise comme modèle la souris. Donc, on utilise des souris portant la mutation sur le récepteur nicotinique alpha-5. Et dans un premier temps, on voulait tester les souris portant la mutation sur les tâches comportementales neurocognitives qui sont associées à la schizophrénie. Donc, une caractéristique de cette pathologie est le déficit dans les interactions sociales. Pour cette raison, on a choisi une tâche, les 3 chambres, 3 zones tâches des interactions sociales. Donc, la souris d'intérêt est libre d'explorer et montrer une préférence pour un partenaire social, ça veut dire un autre souris, ou un objet inanimé, ça veut dire par exemple un objet en plastique. On a trouvé que les souris contrôle, les souris sauvages, ont montré une nette préférence pour le partenaire social, l'autre souris. Par contre, les souris portant la mutation alpha-5 ont montré une préférence pour l'objet. Ensuite, les déficits d'inhibition de la réaction des sursauts sont une mesure de troubles à intégrer les informations sensorielles. Ces déficits sont observés dans plusieurs troubles psychiatriques et aussi dans la schizophrénie. Cette tâche, les tâches qu'on appelle le PPI, mesure la capacité d'un animal à inhiber sa gêne en réponse à une tonalité acoustique lorsque cette tonalité acoustique est précédée d'un stimulus de faible intensité. Donc, on a trouvé que les souris portant la mutation montrent une réduction à l'inhibition de la réaction des sursauts. Donc, la question la plus importante était d'identifier quel est l'impact de la mutation humaine dans l'activité spontanée des neurones, et plus spécialement l'activité spontanée du cortex préfrontal. Pourquoi on a choisi cette région du cerveau? Cette région du cerveau joue un rôle extrêmement important dans les fonctions cognitives, comme la prise de décision, la mémoire de travail, les émotions, les interactions sociales et aussi l'accès à la conscience. Une réduction de l'activité spontanée du cortex préfrontal, ce qu'on appelle hypofrontalité, est une caractéristique de troubles psychiatriques. Aussi, c'est important à dire que les humains portant la mutation alpha-5 sont aussi hypofrontales. Donc, grâce à la mise en place et l'utilisation de l'imagerie biphotonique au niveau du cortex préfrontal, j'ai un accès en profondeur dans les tissus, dans le cerveau. Donc, je vous montre ici des neurones en vert du cortex préfrontal chez la souris. Malheureusement, les vidéos ne jouent pas, mais vous pouvez comprendre que nous avons une résolution excellente, qu'on peut même voir des structures dendritiques fines des neurones. Ensuite, on voulait comparer l'activité spontanée chez les souris contrôle, les souris sauvages, et les souris portant la mutation humaine, alpha-5. Donc, comme vous pouvez voir de cette graphe, on a trouvé que les souris alpha-5 knockout, ça veut dire souris qui n'expriment pas la sous-unité alpha-5 des récepteurs nicotiniques, et les souris portant la mutation alpha-5 présentent une perte d'activité des cellules pyramidales dans la couche D3 du cortex préfrontal par rapport aux souris sauvages contrôle. Et aussi, on a identifié précisément les types cellulaires
qui expriment la sous-unité alpha-5. Donc, il s'agit des interneurones VIP et on a montré que ces interneurones peuvent contrôler l'activité spontanée des cellules pyramidales via un circuit d'inhibition hiérarchique au niveau du cortex préfrontal. Donc, à la base de la preuve que la nicotine obtenue de dapazisme peuvent améliorer quelques symptômes cognitifs, on a décidé d'administrer de la nicotine chroniquement aux souris sauvages et aux souris portant la mutation humaine alpha-5. Et la dose de la nicotine qu'on a choisie, c'est la dose qui s'est observée, c'est la dose plasmatique qui s'est observée chez les fumeurs. Donc, on a trouvé que les souris qui étaient administrées chroniquement avec la nicotine, les souris portant la mutation, on avait une restauration de l'activité du cortex préfrontal au même niveau des souris sauvages. Ça veut dire que chroniquement, la nicotine peut corriger l'hypofrontalité chez les souris alpha-5 SNP portant la mutation. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés au mécanisme, on a identifié précisément où la nicotine agit. Donc, la nicotine désensibilise les sous-unités nicotiniques bêta-D qui sont exprimées à 7 types cellulaires, les interneurones somatostatines, que quand on donne la nicotine, on a une réduction de l'activité des interneurones somatostatines. Cette diminution de l'activité des interneurones somatostatines conduit à une augmentation de l'activité des cellules pyramidales. Donc, pour conclure, je vous ai montré que les souris portant la mutation sur les récepteurs nicotiniques alpha-5 présentent des déficits de comportement associés au cortex préfrontal, que les souris alpha-5 SNP et les souris qui n'expriment pas la sous-unité alpha-5 présentent une activité réduite des cellules pyramidales. Le récepteur nicotinique module l'activité via un circuit d'inhibition hiérarchique. La nicotine chronique peut corriger l'hypofrontalité observée chez les souris alpha-5 SNP et ce travail propose de nouvelles stratégies pharmacothérapeutiques, bien sûr pas le tabagisme, mais des traitements. On a trouvé les mécanismes qu'on propose d'augmenter l'activité des récepteurs nicotiniques alpha-5 ou diminuer l'activité bêta-D dans le cortex préfrontal. Ça veut dire qu'on propose une médecine personnalisée au niveau génétique pour restaurer l'hypofrontalité qui s'est observée à cause de la présence de la mutation alpha-5. Je voudrais remercier tout d'abord les chefs d'unité que je mène mes recherches, Uwe Maschos, et aussi Jean-Pierre Changer pour ses conseils et pour nos discussions scientifiques, tous mes collaborateurs à l'Institut Pasteur, à l'École normale supérieure, à l'Université de Colorado, et un très grand merci à ma famille pour leur support constant. Merci de votre attention. Bravo, c'était très clair et très convaincant et je suis heureux de dire que le comité scientifique ne s'est pas trompé. Donc c'est effectivement une recherche vraiment remarquable et qui a une ouverture sur une potentialité thérapeutique nouvelle totalement différente évidemment par rapport aux antipsychotiques en particulier, donc dans le cadre de la schizophrénie. Donc ça, c'était le prix pour les sciences biomédicales avec montrer tout l'intérêt des modèles animaux. Et donc, il y a un deuxième prix en sciences humaines et sociales et recherche clinique. Et là, c'est le docteur Jérôme Brunellin, donc, du centre hospitalier de Vinatier à Lyon,
qui va présenter ses travaux, et des travaux aussi qui constituent une nouvelle ouverture potentielle thérapeutique avec déjà des résultats tout à fait significatifs. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je veux remercier le comité scientifique d'avoir choisi ma candidature. Donc, c'est vraiment un immense honneur d'être récipiendaire d'un prix prestigieux. Et à titre personnel, c'est vraiment très encourageant parce que c'est pas facile tous les jours de faire de la recherche clinique en France. On est souvent le parent pauvre de la recherche en neurosciences. Donc, c'est vraiment très encourageant. Merci beaucoup. Et je vais donc vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus à Lyon au centre hospitalier Levinatier et qui s'intéressent à l'intérêt des stimulations électriques transcrâniennes non invasives en psychiatrie. Donc, tout d'abord, je voulais préciser que la population à laquelle on s'adresse, ce n'est pas comme la thématique de la journée au sujet prodromique ou prémorbide. On s'intéresse plus particulièrement aux sujets qui présentent des symptômes résistants aux thérapeutiques actuelles. Et ça concerne malheureusement encore beaucoup de patients. Donc, il y a des chiffres éloquents. On estime que 30% des patients dépressifs, à peu près le même chiffre, 30% des patients schizophrènes ne vont pas répondre favorablement à toutes les thérapies actuellement disponibles. Et quand on regarde dans d'autres pathologies psychiatriques, ces chiffres sont encore plus hauts. On a 80% de rechute à 3 mois, par exemple, dans la dépendance aux substances pour la dépendance à la nicotine. Et on a 60% de réponses non satisfaisantes chez les patients qui présentent un trouble obsessionnel compulsif. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de développer de nouvelles approches thérapeutiques pour aider ces patients et qu'on a développé les techniques de stimulation électrique transcrânienne non invasive. Donc on utilise principalement actuellement 2 techniques de stimulation transcrânienne en psychiatrie qui sont d'une part la stimulation magnétique transcrânienne, donc la RTMS qui est à gauche de la diapositive. Donc dans cette technique, ça consiste à appliquer une bobine de stimulation sur la tête du sujet, donc une bobine en forme de 8. Et par le principe d'induction de Faraday, on va pouvoir induire un courant électrique de faible intensité sur une région corticale assez focalisée, d'à peu près 2 cm, et ça va avoir pour effet de moduler l'activité de cette région corticale. La deuxième technique qu'on utilise depuis un petit peu plus récemment, c'est la TDCS, la stimulation par courant continu. Donc, dans cette technique, on pose 2 électrodes de stimulation sur la surface du scalp du sujet, une anode et une cathode. Et là aussi, le but, ça va être de moduler l'activité électrique cérébrale des neurones situés en dessous des électrodes. On va là stimuler des régions un petit peu plus grosses. On utilise généralement des électrodes de 35 cm², ce qui nous permet d'avoir un effet moins focal sur des régions un peu plus importantes impliquées dans les pathologies psychiatriques. Donc les niveaux de preuve pour l'utilisation de ces techniques sont très différentes entre ces 2 techniques dans les pathologies psychiatriques. La RTMS est utilisée depuis 1993 dans la dépression. Elle a été reconnue comme un traitement à part entière des épisodes dépressifs majeurs dans certains pays, notamment le Canada, les États-Unis, l'Israël. Elle n'est malheureusement encore pas reconnue en France comme un traitement à part entière. Donc, comment marchent ces techniques quand on les applique sur le cerveau et pourquoi ça a un intérêt en psychiatrie? C'est que selon la façon dont on va les appliquer, elles vont pouvoir soit augmenter l'activité électrique et l'activité cérébrale en dessous des électrodes, soit la diminuer. Et pour pouvoir augmenter ou diminuer l'activité cérébrale en dessous des électrodes de stimulation, c'est les paramètres qui vont être très importants. Donc dans le cas de la RTMS, quand on utilise à haute fréquence, c'est-à-dire quand on envoie plus de 5 pulses par seconde sur une région cérébrale, on va plutôt augmenter l'excitabilité cérébrale de la région située en dessous de la bobine de stimulation. Et à l'inverse, si on envoie des stimulations à un rythme plus faible, à moins de 1 pulse par seconde, on va plutôt diminuer l'excitabilité corticale. Donc ça, c'est des données qui sont issues des travaux de neurophysiologie. Je vous ai mis un exemple en dessous. Donc quand on fait une stimulation magnétique transcrânienne, on peut mesurer l'activité électrique d'une région musculaire. Quand on stimule la région qui commande l'activité motrice de la main, par exemple, on peut mesurer quand on fait une stimulation sur la région corticale motrice, on mesure un mouvement musculaire, une contraction du muscle, et on peut mesurer une intensité de contraction du muscle. Et comme vous voyez ici, on fait un pulse de stimulation, on enregistre une contraction musculaire en microvolts qui a une certaine intensité. Si sur cette même région, j'applique de la stimulation magnétique transcrânienne pendant 10 minutes à une fréquence basse de 1 Hz, le même pulse de TMS va induire un potentiel évoqué à l'extrémité du muscle plus important. Donc j'ai bien modifié l'excitabilité cérébrale de la région corticale que j'ai ciblée.
Pour la TDCS, ce n'est pas la fréquence qui va induire l'effet différent, puisqu'on n'utilise pas de fréquence, on utilise un courant continu de stimulation. Et cette fois-ci, c'est la polarité de l'électrode qui va faire l'effet différentiel sur la région corticale stimulée. Et on sait qu'au niveau de l'anode, là où rentre le courant, on va augmenter l'excitabilité corticale. Et au niveau de la cathode, là où ressort le courant dans le générateur, on va plutôt diminuer l'excitabilité corticale. Donc dans l'exemple que je vous ai mis ici, on voit l'activité des neurones. Donc on voit chaque trait est une barre d'activité neuronale. Quand on fait de la cathode, on diminue l'activité électrique spontanée des neurones en dessous de la cathode. Et quand on fait de la stimulation avec l'anode, on augmente l'activité spontanée électrique des neurones. Et c'est cette capacité à moduler des régions cérébrales qui va être intéressante pour la psychiatrie. Et au-delà de cet effet local, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on ne va pas moduler uniquement en dessous des électrodes, mais on va moduler tout un réseau cérébral et toutes les régions qui sont interconnectées avec notre région cible. Donc je vous ai mis par exemple ici une étude qu'on a faite en collaboration avec l'équipe de Frank Padberg à Munich, qui est une équipe qui est très investie dans le développement de la TDCS, donc la stimulation par courant continu. Et vous voyez qu'en dessous des électrodes de stimulation, donc dans cette étude, on avait mis l'anode au niveau du cortex dorsolatéral préfrontal gauche ici et la cathode au niveau du cortex orbitofrontal droit. Donc vous voyez qu'on a un effet différentiel, on a un point rouge et un point bleu, donc on a bien un effet antagoniste, une activation sous l'anode, une inhibition sous la cathode. Et au-delà de ces effets locaux, quand on regarde les effets sur les régions connectées, on a vu qu'on pouvait moduler les cartes de connectivité fonctionnelle qui reliaient tous les points cérébraux en dessous des points qu'on stimulait avec l'anode et la cathode. Et c'est cette capacité à moduler un réseau cérébral qui va être intéressante, puisque les progrès de l'imagerie nous ont permis de cartographier les disconnectivités fonctionnelles cérébrales dans les pathologies mentales. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la première indication, c'est la dépression. Donc, dans le cas de la dépression, ce que nous disent les études de neuroimagerie, c'est qu'on va avoir, comme ça vient d'être dit juste avant le talk d'avant, on va avoir plutôt une hypofrontalité, mais on va avoir en fait un débalancement d'activité des régions frontales avec une hypoactivité du cortex dorsolatéral préfrontal gauche et une hyperactivité du cortex dorsolatéral préfrontal droit. Et en fait, ce qui serait anormal dans la dépression, ce serait la connexion entre ces deux régions cérébrales par connectivité interhémisphérique, mais aussi la connexion avec des régions plus profondes qui vont être plus impliquées dans le traitement émotionnel, donc notamment le cortex subgénual, le cortex cingulaire antérieur, des régions qui sont situées plus profondément dans le cerveau et que nos techniques de stimulation superficielle ne permettent pas d'atteindre. Mais comme on a un effet sur le réseau, on va pouvoir moduler toute cette circuiterie anormalement connectée. Donc, je vous ai mis les résultats qu'on a obtenus pour une étude qu'on a fait en 2007, soutenue par le PHRC, donc une étude multicentrique française, où on a pu inclure 170 patients avec dépression. Et on a montré que la stimulation magnétique transcrânienne appliquée à basse fréquence au niveau du cortex dorsolatéral préfrontal droit pouvait diminuer les symptômes chez les patients qui n'avaient pas répondu à un premier traitement antipsychotique, donc en deuxième intention de soins. Et on arrivait à atteindre 40% de rémission complète chez ces patients après la stimulation magnétique. On utilisait 2 à 6 séances de stimulation. Les séances duraient 10 minutes et étaient délivrées une fois par jour. Donc en 2 à 6 semaines, on arrivait à atteindre une rémission complète chez des patients pour qui il y avait déjà eu un échec de traitement pharmacologique. Dans le cas de la schizophrénie, qui est le deuxième exemple que je voulais vous montrer, le modèle théorique sur la connectivité cérébrale est un petit peu plus compliqué. Et au lieu d'avoir simplement des anomalies au niveau frontal qui vont être plutôt responsables des symptômes de type dépression et symptômes négatifs, on a vraiment 2 pôles d'activité différentielle dans les régions cérébrales qui vont plutôt être responsables de 2 types de symptômes. D'un côté, on a cette hypofrontalité, notamment à gauche, qui va donc être plutôt responsable de la symptomatologie négative, mais les études d'imagerie ont également montré une hyperactivité au niveau du cortex temporopariétal gauche au moment des hallucinations auditives chez les patients. Et cette région cérébrale est particulièrement impliquée dans le traitement du langage. Donc c'est vraiment au moment des voix que les patients ont une hyperactivité de ces régions associatives au niveau du langage qui va donner du sens à l'hallucination auditive. Et notre hypothèse, ça a été d'appliquer la TDCS avec cette cathode qui est capable de diminuer l'excitabilité corticale apposée sur cette région hyperactive, le cortex temporopariétal,
couplé avec l'anode qui augmente l'excitabilité corticale sur la région hyperactive afin de réguler les activités de ces régions et aussi de moduler la connectivité entre ces deux régions qui est impliquée dans la physiopathologie de la schizophrénie. Et conformément à nos hypothèses, on a observé une diminution des hallucinations auditives chez les patients qui présentent des hallucinations pharmacorésistantes d'environ 30%. Et on avait aussi un effet sur la symptomatologie globale, avec une diminution d'environ 10% des symptômes mesurés par l'échelle classiquement utilisée dans la schizophrénie. Donc on a aussi essayé de développer ces techniques dans d'autres pathologies psychiatriques avec des études plus de preuves de concept où on fait simplement une séance, où on n'a pas vraiment une action thérapeutique, mais on essaye de voir si on va pouvoir avoir un effet ou non dans les pathologies. Et c'était pour vous parler d'une étude qu'on a faite en collaboration avec Saint-Étienne, où on a montré que chez les joueurs pathologiques, avec une séance de stimulation magnétique transcrânienne, on arrivait à réduire l'envie de jouer, le craving chez les sujets qui avaient un trouble du jeu pathologique. Avec une séance, on arrive à réduire leur envie. Donc on ne sait pas si ça va être corrélé avec une diminution du jeu réel, mais on a déjà une action sur un trouble cognitif qui est sous-jacent à un comportement anormal. Il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites dans les addictions, avec notamment l'addiction à la nicotine, où il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'avec la stimulation, on pouvait aider les gens à arrêter de fumer, ou au moins à arrêter leur craving pour la cigarette. Il y a des études dans l'addiction à l'alcool également et à la cocaïne qui montrent qu'avec ces techniques de stimulation, on peut diminuer cette envie irrépressible de consommer chez les gens avec un trouble de la consommation. On a également développé à Lyon une étude preuve de concept pour essayer de diminuer les symptômes pharmacorésistants dans le trouble obsessionnel compulsif. Donc cette fois-ci, on va cibler des régions cérébrales qui sont plus impliquées dans la physiopathologie de ce trouble-là, qui sont le cervelet, le cortex orbitofrontal ou l'aire motrice supplémentaire. Donc il s'agit vraiment d'une étude de très concept. On n'a pas contrôlé avec un groupe placebo. C'est simplement 8 patients qui ont bénéficié des séances et ont diminué d'à peu près 35% leur trouble obsessionnel compulsif mesuré par l'échelle Waybox, qui est l'échelle qui est la plus classiquement utilisée. Et on est en train de faire une étude contrôlée, randomisée versus placebo pour être sûr qu'on a bien un vrai effet de notre technique et pas simplement un effet de la prise en charge, puisque comme les séances de stimulation sont de 1 à 2 fois par jour pendant à peu près 1 à 2 semaines, il y a quand même un gros effet du protocole où le patient est plus suivi qu'à la normale qui pourrait expliquer qu'on a un effet placebo très fort quand on utilise ce type de technique. Une autre chose qui est intéressante à noter, c'est qu'en plus de l'effet sur les symptômes qui ont été répertoriés dans toutes ces pathologies psychiatriques, il y a aussi un effet procognitif, puisque comme on stimule des régions frontales comme le cortex dorsolatéral préfrontal qui est très impliqué dans la cognition de haut niveau, on a aussi un effet bénéfique pour améliorer les fonctions cognitives chez les patients. Et cet effet d'amélioration des fonctions cognitives a également été retrouvé chez des sujets sains. Donc il faut quand même faire très attention à l'usage qu'on peut faire de ces techniques. C'est très facile de se fabriquer un stimulateur TDCS. Il y a beaucoup de tutoriaux sur Internet. En fait, c'est simplement une pile de 9 volts avec 2 électrodes. Et il faut quand même faire un usage raisonné et raisonnable de cette technique et pas tomber dans l'excès. Il y a encore besoin de beaucoup d'études pour prouver l'efficacité, même si la sécurité a l'air d'être exemplaire avec cette technique. Donc ne pas tomber dans l'excès. Il y a de nombreuses études à faire encore, notamment en combinant avec l'imagerie pour essayer d'améliorer, d'optimiser nos techniques de stimulation, d'adapter nos paramètres et nos techniques de stimulation à la physiopathologie propre des patients en fonction de ce qu'on peut observer chez eux à l'IRM, donc de développer de nouvelles indications. Tout ça pour une meilleure compréhension des mécanismes d'action et une recherche de marqueurs prédictifs de réponse à la technique pour aussi ne pas engager des patients si on sait qu'ils ne vont pas répondre à ce type de thérapeutique. Donc je veux remercier toute l'équipe à Lyon parce que c'est évidemment un travail d'équipe, notamment nos 3 professeurs, donc Poulet, Saoud et D'Amato, les organismes qui ont financé la recherche et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup aussi pour ce superbe exposé et on voit que la recherche avance, on a vraiment des perspectives. Il n'y a pas que le médicament et en matière de médicaments, on a vu avec le Dr Koukouli qu'il y avait vraiment des nouvelles pistes. Donc en dehors de ces approches médicamenteuses, d'autres approches non médicamenteuses et j'insiste, non invasives
et réversible. Donc ça veut dire qu'en association toujours évidemment avec les approches psychothérapeutiques, ne jamais les oublier, mais en association, eh bien, on a vraiment des perspectives extrêmement intéressantes avec ce que vient de nous présenter le docteur Jérôme Brunellin.